Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire, en pleine tractation pour la désignation de nouveaux dirigeants de la CENI en RDC, la coalition Lamuka dévoile son propre calendrier électoral, une façon de mettre la pression au pouvoir actuel. Illégalité de la révision constitutionnelle au Kenya, le gouvernement va saisir la Cour suprême. Le bureau du procureur général a déposé un avis d'appel. Et puis, violents affrontements entre deux unités de l'armée en Libye. Les combats ont opposé la 444e brigade, une unité d'élite des forces armées, à l'organe d'appui à la stabilité. Et bienvenue dans cette édition. Les nouveaux dirigeants de la CENI ne sont toujours pas connus en RDC. La coalition Lamuka soupçonne Félix Tshisekedi de vouloir organiser un glissement du calendrier électoral pour mettre davantage pression sur l'actuel pouvoir. Elle a dévoilé ce vendredi sa propre proposition de calendrier électoral prévoyant des élections en octobre 2023. Les précisions. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo annonce qu'elle va statuer sur la question de nouveaux dirigeants de la CENI la semaine prochaine en dépit des divisions au sein des confessions religieuses qui doivent désigner le président de la centrale électorale. Dans ce contexte, la coalition Lamuka a dévoilé son calendrier électoral. Cette feuille de route prend en compte toutes les phases clés du processus électoral. Selon Adolphe Mouzito, l'actuel coordonnateur de Lamuka, les élections dans le délai constitutionnel sont non seulement possibles, mais obligatoires pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de haute trahison dans le camp du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans sa proposition de calendrier électoral, Lamuka suggère l'organisation des discussions entre parties prenantes entre septembre et octobre de cette année sur les principales réformes électorales. L'étape urgente, c'est le consensus pour qu'on fasse un test organisant la CENI qui soit le plus neutre possible, qui ne soit pas politique. Pour cela, il faut qu'on se retrouve et qu'on discute. Cela va être le déclic pour la suite, a-t-il préconisé. Deux candidats s'affrontent pour succéder à Evaristo Carvalho, le président sortant de Sao Tomé-Principe depuis 2016. Dans ce pays de quelques 210 000 habitants, colonie portugaise jusqu'en 1975, le président élu pour 5 ans n'a qu'un rôle honorifique de représentation et de promulgation des textes. L'essentiel du pouvoir exécutif dans ce régime parlementaire revenant au Premier ministre. Les détails. La commission électorale avait déjà reporté le vote au 29 août alors qu'il devrait avoir lieu initialement le 8 août à la suite d'un recours déposé par un des candidats. Carlos Villanova, du principal parti de l'opposition Action indépendante démocratique, est arrivé en tête au premier tour le 18 juillet avec 43,3% des suffrages et affrontera lors du second tour Guilherme Possé da Costa du parti de la coalition gouvernementale, le mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe, arrivé en deuxième position avec 20,7% des voix. Le président de l'Assemblée nationale, Delfim Das Neves, dont le parti de la convergence démocratique appartient lui aussi à la coalition gouvernementale, était arrivé en troisième position et avait dénoncé des fraudes. Neves avait déposé un recours devant le tribunal constitutionnel dont il a finalement été débouté. La nouvelle date fixée est prévue 2 jours après la fin du mandat du président de la République actuelle, Evaristo Carvalho. Selon la Constitution, Neves doit assurer l'intérim en cas de vacance du pouvoir. Mais le président en exercice pourrait également assumer sa charge jusqu'à la prise de fonction du nouveau président élu. Dans ce pays de quelques 210 000 habitants, colonie portugaise jusqu'en 1975, le président, élu pour 5 ans, n'a qu'un rôle honorifique de représentation et de promulgation des textes.
l'essentiel du pouvoir exécutif dans ce régime parlementaire revenant au Premier ministre. Après 15 années d'un régime marxiste au parti unique, Sao Tomé s'est ouvert au multipartisme en 1991. L'île est considérée comme un des modèles de démocratie parlementaire en Afrique. L'archipel figure au 135e rang mondial sur quelques 190 pays dans le dernier classement de l'ONU pour l'indice de développement humain. En 2017, les 2 tiers de la population vivaient en dessous du seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale. Je le disais en titre, le bureau du procureur général du Kenya a déposé vendredi un avis d'appel annonçant qu'il va saisir la Cour suprême pour contester une décision jugeant illégal un processus de révision constitutionnelle lancé par le président Uhuru Kenyatta. Reportage. Building Bright, initiative BBI, réforme voulue par le gouvernement kényan, vise à modifier la constitution de 2010 qui a instauré un régime présidentiel afin d'élargir l'exécutif en créant notamment un poste de Premier ministre, 2 de vice-premier ministre et 1 de chef de l'opposition et d'augmenter le nombre de sièges au Parlement, sièges qui passent de 290 à 360. Le 13 mai, un tribunal de Nairobi, saisi par les opposants au texte, avait jugé le processus illégal, alors que le Parlement avait approuvé 2 jours plus tôt le texte qui devait ensuite être soumis au référendum. Les juges ont estimé que le président n'avait pas le droit d'initier une telle révision constitutionnelle. Ils avaient également indiqué que le chef de l'État pouvait faire l'objet de poursuites civiles pour avoir lancé illégalement ce processus. Le gouvernement avait contesté ce jugement devant la Cour d'appel qu'il a confirmé le 20 août à la majorité des 7 juges qui la composaient. Ces décisions ont contrecarré les projets du président Kenyatta à moins d'1 an de l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 9 août 2022. Selon lui, cette révision constitutionnelle doit permettre d'atténuer le système actuel du vainqueur rafle tout, cause des conflits post-électoraux qui ont jalonné l'histoire du pays. Mais ses détracteurs y voient un stratagème du chef de l'État qui n'est pas autorisé à se présenter pour un 3e mandat en 2022 pour se maintenir au pouvoir en tant que Premier ministre. Certains soupçonnent une entente pour un partage du pouvoir avec celui qui a longtemps été son principal opposant dans les urnes, Raila Odinga. Raila Odinga briguerait la présidence avec le soutien du parti de Kenyatta en échange d'un poste de Premier ministre pour le président sortant, selon les supputations. Un tribunal sénégalais a condamné vendredi à des peines de prison avec sursis un producteur et 5 acteurs d'une nouvelle série télévisée poursuivis après la diffusion dans une bande-annonce de scènes décriées comme pornographiques par des organisations religieuses. Les détails dans cet élément. Le procureur du tribunal des flagrants délits de Dakar avait requis le 27 août 2 ans de prison ferme contre le producteur et 1 an ferme contre les 5 acteurs de la série Cirque Noir, tous poursuivis pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, outrage public à la pudeur. Lors du prononcé du jugement, vendredi en l'absence des prévenus, le producteur a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et les acteurs de 6 mois avec sursis. Nous allons voir si nous ferons appel, a déclaré à l'AFP un avocat de la défense, Oumar Sen. Interrogé, une source au sein du régulateur de l'audiovisuel a exclu la diffusion en l'état sur les télévisions sénégalaises de cette série. Une bande-annonce diffusée en ligne et sur les réseaux sociaux en août montrait notamment une femme nue et une scène suggérant les ébats d'un couple dans un drap, des images décriées par des organisations religieuses comme pornographiques dans ce pays musulman à plus de 95%. Ces organisations, dont l'ONG islamique Jamra, qui a déjà obtenu du régulateur de l'audiovisuel des retouches de scènes de précédentes séries sur les relations extra-conjugales, avaient également dénoncé le langage obscène d'une autre bande-annonce de Cirque Noir. Elle avait ensuite saisi la division de la cybersécurité de la police, qui a arrêté mi-août une dizaine de personnes, dont 6 ont été déférées devant le procureur le 18 août. Mais Jamra, en pointe dans le combat pour la préservation des valeurs au Sénégal, n'est pas non plus épargné par les critiques. Dans une récente tribune intitulée « Jamra, arrête ton cirque », 2 journalistes ont dénoncé la censure systématique sur des séries télévisées imposées selon eux par l'ONG. Ils s'inquiètent de la place croissante laissée par les pouvoirs publics à ce type d'intervention, alors que selon eux,
c'est la liberté de création artistique qui a permis le rayonnement culturel du Sénégal dans le monde. Et puis de violents affrontements à l'artillerie lourde ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi entre deux unités de l'armée dans une banlieue sud de Tripoli, selon le commandement militaire de la capitale libyenne. Le bruit des combats à l'artillerie lourde a été entendu dans toute la capitale. Les combats ont opposé en Libye la 444e brigade, une unité d'élite des forces armées, à l'organe d'appui à la stabilité, un appareil sécuritaire créé en janvier par l'ancien Premier ministre Fayez al-Sarraj, a indiqué le commandant militaire de Tripoli, Abdel Basset Marouane, dans un message diffusé vendredi sur la page Facebook de la zone militaire de Tripoli. Les autorités n'ont pas fait état dans l'immédiat de victimes, mais la 444e brigade a indiqué sur sa page que l'un de ses officiers avait été tué pendant les affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à vendredi matin. Sur ordre du commandant Marouane, des membres de l'organe d'appui à la stabilité ont mené un assaut peu après minuit contre la caserne Al-Tekbali, quartier général de la 444e brigade, accusée d'avoir cessé d'obéir aux ordres militaires selon le commandement militaire de Tripoli. Vendredi matin, des colonnes de fumée étaient encore visibles dans le périmètre de la caserne, a indiqué un habitant du quartier Salaheddine où est située la caserne. De son côté, Mohamed Al-Manfi, chef du conseil présidentiel et commandant suprême des armées, a ordonné à toutes les forces impliquées dans les combats à les cesser immédiatement et à retourner dans leur caserne sans tarder. La répétition de ce genre d'incident n'est plus à tolérer, a-t-il averti sur sa page Facebook, menaçant de poursuites pénales ceux qui refusent de respecter ses instructions. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, Manoul, a exprimé sa profonde préoccupation face à ces combats. Dans un communiqué, elle a appelé les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités en assurant la protection des civils et en exerçant un contrôle sur leurs unités respectives. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus.